Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se lance dans une exploration assez dense, la Constitution marocaine de 2011. Oui, un texte vraiment fondamental. Exactement. On va s'appuyer sur des extraits du texte officiel, celui qui a été promulgué. L'idée, c'est de saisir un peu l'architecture de l'État marocain aujourd'hui, ses grands principes, les droits. Tout à fait. Comprendre la structure, les fondations. Alors justement, pour commencer, quels sont les piliers, les idées fortes de ce texte? Par où on attaque? Mais je dirais que ce qui est frappant, c'est d'abord le préambule. Il faut savoir qu'il fait partie intégrante de la Constitution. Ce n'est pas juste une intro. Ah oui, d'accord, c'est juridiquement contraignant alors. C'est ça. Et il pose des choix qu'il qualifie d'irréversibles. État de droit démocratique, monarchie constitutionnelle, mais aussi démocratique, parlementaire et sociale. D'accord, donc beaucoup d'adjectifs importants là. Oui, et il insiste sur la participation, le pluralisme, la bonne gouvernance. C'est une sorte de profession de foi dès le départ. Et l'identité marocaine, comment est-ce qu'elle est définie dans ce préambule? J'ai cru comprendre qu'elle était assez richement décrite. Absolument. C'est une définition, disons, plurielle. Le texte affirme bien sûr un État musulman souverain, mais il dit que son unité nationale, elle s'est forgée comment? Par la convergence de différentes composantes. Lesquelles, par exemple? Alors, on cite l'arabo-islamique, l'amazigh, et c'est important, l'amazigh devient langue officielle avec l'arabe dans cette constitution, et puis la composante saharo-hassani. D'accord. Et ce n'est pas tout. On ajoute que cette identité est enrichie par des affluents africains, andalous, hébraïques et méditerranéens. C'est une vision très inclusive, en fait. C'est ça. Et ça va de pair avec l'attachement à un islam modéré, l'ouverture, la tolérance, et aussi un engagement fort pour les droits humains universels et la coopération internationale, maghrébine, arabo-islamique, africaine, euro-méditerranéenne. Très bien. Donc, ce préambule pose un cadre très large. Ensuite, dans le titre 1, les dispositions générales, qu'est-ce qu'on trouve d'essentiel? Alors là, on entre dans le vif du sujet, plusieurs points vraiment cruciaux. D'abord l'article 1. La monarchie constitutionnelle confirmée. L'article 2, la souveraineté appartient à la nation. Mhm. L'article 3, l'islam religion d'État, mais, et c'est important, l'État garantit le libre exercice des cultes. Ensuite, l'article 5 sur les langues officielles, arabes et amazigh, comme on disait. D'accord. Et sur la loi, les partis? Oui, l'article 6 affirme la primauté de la loi, expression de la volonté générale et l'égalité de tous devant elle. L'article 7 encadre les partis politiques. Oui au pluralisme, mais interdiction d'un parti unique ou d'un parti fondé sur la religion, l'ethnie, etc. D'accord, c'est clair. Et puis on a les syndicats, article 8, un statut pour l'opposition parlementaire avec des droits garantis, article 10, l'importance des élections libres et transparentes, article 11, et même un article sur le rôle de la société civile, article 12. C'est assez complet pour les bases. Si on passe au titre 2, sur les libertés et droits fondamentaux, ça semble être un catalogue assez détaillé, non? Des exemples qui ressortent. Ah oui, c'est un titre très important et assez long. Il y a une affirmation très nette de l'égalité homme-femme. On a même une institution dédiée, l'autorité pour la parité, prévue à l'article 19. Intéressant. Ensuite, des droits fondamentaux classiques mais essentiels. Droit à la vie, article 20. Droit à la sécurité des personnes, article 21. Droit à l'intégrité physique et morale, avec une interdiction formelle de la torture, article 22. Ça, c'est très clair. Et les garanties judiciaires? Renforcer aussi présomption d'innocence, droit à un procès équitable, protection contre la détention arbitraire, article 23. La protection de la vie privée est aussi garantie, article 24. Et pour ce qui est des libertés d'expression, de réunion? Elles y sont toutes. Liberté de pensée, d'opinion, d'expression, y compris la presse, article 25, 28, liberté de réunion, d'association et même le droit de grève, article 29. Fait nouveau et important, le droit d'accès à l'information, article 27. Et les droits sociaux, économiques? Oui, un volet social conséquent, droit à la santé, à l'éducation, au logement, au travail, à l'eau, à un environnement sain, tout ça figure à l'article 31. On parle aussi de protection de la famille, art 32, de promotion de la jeunesse, art 33. D'accord. C'est un engagement social fort, sur le papier. Oui, et le droit de propriété est garanti, mais il peut être limité par la loi, art 35. Enfin, le texte n'oublie pas les devoirs des citoyens, art 37 à 40. Bien. Maintenant, abordons le rôle de la royauté, défini au titre 3. Comment est-il présenté?
Alors, le roi a une position centrale. D'abord, il est Amir al-Mouminin, commandeur des croyants, Art 41. Ça lui donne une légitimité religieuse, le rôle de garant du respect de l'islam et du libre exercice des cultes. Et sur le plan politique? Il est chef de l'État, article 42. Il est le symbole de l'unité de la nation, le garant de la pérennité de l'État, de l'indépendance, de l'intégrité territoriale, et surtout le garant de la Constitution. Il est présenté comme l'arbitre suprême entre les institutions. Et concrètement, ses pouvoirs? Il nomme le chef du gouvernement, mais attention, au sein du parti arrivé en tête des élections législatives, article 47. C'est une nouveauté de 2011. Il préside le Conseil des ministres, article 48, promulgue les lois, article 50. Il est aussi le chef suprême des forces armées royales, article 53. D'accord. Il a aussi un rôle dans la sécurité et la justice. Oui, il préside le Conseil supérieur de sécurité, article 54, et le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, article 56. Il exerce aussi le droit de grâce, article 58, et peut déclarer l'état d'exception sous certaines conditions, article 59. C'est donc une fonction avec de très larges prérogatives. Très bien. Face à ce pouvoir royal, comment s'organisent rapidement les pouvoirs législatifs et exécutifs dans les titres 4 et 5 d'une nouvelle Constitution? Alors le pouvoir législatif, c'est le Parlement. Il est bicaméral, 2 chambres. La Chambre des représentants, élue au suffrage universel direct, article 62, et la Chambre des conseillers, élue au suffrage indirect, représentant les territoires, les syndicats, les organisations professionnelles, article 63. Et leur rôle? Leur rôle principal, article 70, voter la loi, contrôler l'action du gouvernement et évaluer les politiques publiques. Et le gouvernement? L'exécutif? Il est composé du chef du gouvernement et des ministres qu'il propose et que le roi nomme, article 187. C'est lui qui exerce le pouvoir exécutif, article 89. Il doit présenter son programme devant la Chambre des représentants et obtenir sa confiance pour être investi, article 187. Et il est responsable devant le Parlement, article 103-105. On a bien une logique parlementaire. Quid de l'indépendance de la justice? C'est le titre 7, je crois. Oui. Un point absolument essentiel. L'article 107 affirme l'indépendance du pouvoir judiciaire par rapport au législatif et à l'exécutif. Le roi en est le garant. Et comment cette indépendance est-elle assurée concrètement? Par plusieurs mécanismes. Par exemple, l'inamovibilité des magistrats du siège, article 108. Et l'article 109 interdit toute intervention dans les affaires soumises à la justice. Il y a aussi le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, article 113, présidé par le roi, qui gère la carrière des magistrats et veille à l'application de leurs garanties. D'accord. Il y a d'autres institutions importantes créées ou renforcées par cette Constitution. Peut-être en mentionner quelques-unes brièvement? Oui, bien sûr. On a la Cour constitutionnelle, titre 8, article 129, qui remplace l'ancien Conseil constitutionnel avec des compétences élargies pour contrôler la constitutionnalité des lois. Très important aussi, le titre 9 sur les régions et les collectivités territoriales, article 135, qui consacre le principe de la régionalisation avancée avec une gestion démocratique de leurs affaires. Et pour le contrôle des finances, la consultation? Le Conseil économique, social et environnemental, titre 11, article 151, qui a un rôle consultatif important sur les grandes orientations. Et ce fameux titre 12 sur la bonne gouvernance. Oui, il insiste sur les principes de bonne gouvernance et crée ou constitutionnalise plusieurs instances de régulation et de protection des droits. Le Conseil national des droits de l'homme, le médiateur, le Conseil de la concurrence, l'instance nationale de la probité, de la prévention et de la lutte contre la corruption, tout un arsenal institutionnel. D'accord. Un dernier mot peut-être sur la révision de cette Constitution. Est-ce que tout peut être changé? C'est le titre 13. Alors, la révision est possible. L'initiative peut venir du roi, du chef du gouvernement ou des membres du Parlement, article 172. Mais, et c'est un mais fondamental, il y a des limites matérielles. L'article 175 est très clair. C'est-à-dire? Aucune révision ne peut porter atteinte aux dispositions relatives à la religion musulmane, à la forme monarchique de l'État, au choix démocratique de la nation ou aux acquis en matière de liberté et droits fondamentaux. Ces éléments sont considérés comme intangibles. D'accord, ce sont les fondements non négociables du pacte constitutionnel marocain. Exactement. En somme, cette constitution de 2011, elle dessine vraiment les contours d'un Maroc qui cherche à consolider à la fois la démocratie, les droits humains, la bonne gouvernance, tout en réaffirmant les piliers de la monarchie constitutionnelle et cette identité plurielle dont on a parlé. C'est un cadre qui vise un certain équilibre. Un équilibre entre les pouvoirs, une participation citoyenne plus grande,
C'est vrai que ça donne matière à réfléchir. Oui, c'est un texte dense qui met en place une architecture complexe. Oui, une architecture ambitieuse, comme on le disait. Et ça soulève peut-être la question qui dépasse le texte lui-même. Comment cet équilibre, comment ces droits, comment cette architecture se traduisent-ils concrètement au jour le jour pour les citoyennes et citoyens marocains? Comment ça vit en fait? C'est toute la question de la mise en œuvre effective, bien sûr. Voilà. Une question qui reste ouverte et qui mériterait sans doute d'autres discussions. Merci pour cet éclairage. Merci à vous.